soir. On va démarrer le conseil municipal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va démarrer le conseil municipal. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais faire l'appel. Donc, je suis présente. Frédéric Bréjard. Présent. Edith Bagard. Présent. Gérald Bardot. Catherine Laurin. François Franier. Virginie Génaud. Jonathan Villers. Colette Monsuy. Jacques Lamblin. Marie Viroux excusée. Elle a donné pouvoir à Alexandra Hugo. Joël Dissangros. Michel Bach. Christian Flavenot. Benoît Talot devrait arriver. Pierre-Jean Courbet, excusé, a donné pouvoir à Edith Bagard. Claude Bailly. Catherine Duchesne. Stéphane Decugis. Valérie Didier. Caroline Thomas est absente. Ludovic Chaumet. Laurie Périssé a donné pouvoir à Gérald Bardot. Alexandra Hugo. Geoffrey Mérez-Volo est excusé, il m'a donné pouvoir. Nolan Bartel. Pascal Huillier, alors il est bien évidemment excusé. Pascal Huillier, il est arrivé un grand malheur dans sa famille, son frère est décédé. Donc bien évidemment, on est de tout cœur avec lui et on pense et à lui et à toute sa famille. Je pense qu'au nom du conseil municipal, on peut leur présenter à lui et à sa famille nos sincères condoléances. Anne-Marie Di Marino, Barbara Bertozzi-Bieviolo, Étienne Maire a donné pouvoir à Thibaut Valois. Laetitia Saucé est excusée. Elle a donné pouvoir à Anne-Marie Di Marino et Christelle Viveau est absente. Bien, je vous propose d'élire le secrétaire de séance. Comme la plus ancienne n'est pas là, je propose à Frédéric Bréjard qui a levé la main. Donc, qui est contre la candidature de Frédéric Bréjard? Qui s'abstient? Frédéric Bréjard est notre secrétaire de séance. Ensuite, oui, madame. Écoutez, vous avez reçu un message en fin d'après-midi? Nous, on l'avait pas, mais vous nous considérez que vous l'avez. Ok. Concernant l'approbation du dernier procès-verbal du conseil municipal du 11 avril, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Donc on va voter. L'arrivée de Benoît Talot, qui est contre, qui s'abstient, il est voté à l'unanimité. Ensuite, concernant les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil, est-ce qu'il y a des questions? Bon, écoutez, il n'a pas de questions, donc on va pouvoir démarrer l'ordre du jour. Donc ce soir, on va voter le budget supplémentaire, qui est un budget d'ajustement et qui reste dans les objectifs qu'on s'est fixés. Donc j'ai cumulé dans mes commentaires les différents budgets. Donc déjà, le report de résultats est de 1 700 000 euros. L'endettement reste stable. Il y a 59 000 euros de plus dû essentiellement au taux bancaire qui augmente. Mais vu la conjoncture globale, c'est un bon résultat, je peux dire qu'on a une dette stable. Pour rappel, l'encours de la dette a baissé de 1 668 528 euros. Tout budget confondu depuis 2020. Donc, sur le global de toutes les dépenses d'équipement, tout budget, donc BP, BS et report du BP 2023 avec des travaux qui se terminent, on aura 11 200 000 euros de dépenses d'équipement. Au niveau de l'épargne, on est très proche de l'épargne de 4 millions d'euros, ce qui est quelque chose d'important, ce qui nous permet de continuer à investir dans les bonnes conditions. Je vous rappelle que notre objectif est de 3,5 millions, donc
pareil, notre objectif est également largement dépassé. Que les 2 points de fiscalité qu'on avait votés en diminution l'an dernier et le point qu'on a voté cette année représentent en cumulé 500 000 euros de recettes en moins pour la commune. Un point de fiscalité sur la taxe foncière, c'est 100 000 euros. Vous montez comme ça. Donc 2 ans à 2, ça fait 400, plus une année à 1, ça fait 500. Et c'est quelque chose qui se cumulera tout au long de la fin, ou du moins de la fin du mandat. Concernant l'atténuation des charges, on a obtenu différentes subventions depuis le BP. Entre autres, une subvention de la DRAC de l'ordre de 19 000 euros pour financer le poste Ville d'art et d'histoire. Une de 10 000 pour financer les actions de Ville d'art et d'histoire. Une de 20 000 pour le dernier financement par la Banque des Territoires pour le poste de manager du commerce. Je vous rappelle que notre manager du commerce est salarié, non pas de la commune, mais de la Chambre de commerce, et qu'en contrepartie, on est aidé par la Banque des Territoires et la Chambre de commerce. Donc là, c'est les dernières fois que l'on sera aidé. Au sujet des dotations de l'État, j'ai fait un comparatif 2020-2022, tout cumul confondu. Donc le total de nos dotations était en 2020 de 8 037 013 euros. Et en 2024, il est de 8 342 463 euros, toute dotation de l'État confondue. Ce qui veut dire 305 450 euros de plus, soit 3,80% en 4 ans. Pour info, l'inflation en 4 ans, d'après les sources des gouvernements, est plutôt autour de 15,6%. Donc, ce qui veut dire que l'État compense de moins en moins et nous dote de moins en moins. Concernant les fluides, on a retiré 75 000 euros par rapport aux prévisions qu'on avait faites, dû entre autres à une légère baisse de l'électricité par rapport à nos prévisions, mais aussi les mesures du plan responsable qu'on avait prises en novembre 2022, maintenant commencent réellement à porter leurs fruits, vu qu'on réduit notre consommation d'électricité. Par contre, on investira un peu plus sur l'éclairage public, 78 000 euros de plus, qui nous permettra de passer en 4 ans 100% d'éclairage LED. C'est le nouveau contrat d'éclairage public qu'on avait signé. Et puis également, bien évidemment, pour toute la maintenance. Au niveau des charges de personnel, il y a 178 300 euros de plus. On va embaucher 2 agents de la voirie en plus pour renforcer la brigade de nettoyage, entre autres des dépôts sauvages dans la ville. On va aider et renforcer la mission France Service par un agent qui va intégrer la mairie annexe au 1er juillet. On a embauché une animatrice de Ville d'art et d'histoire. Et puis, on a prévu de financer à partir de l'automne le poste de manager du commerce, parce que je veux conserver un poste de manager du commerce. Ensuite, concernant les différents arrêtés de l'État et des avances et des subventions de l'État et différentes collectivités, on a 485 956 euros de plus qui nous aident à financer nos travaux. Et on a 256 526 de TVA qu'on a récupéré suite aux travaux de 2023. En termes d'emprunt, on va réduire le tirage d'emprunt de 1 700 000 euros, dont 374 au titre de la rue de Metz, du 1 au 3 rue de Metz. En fait, on a eu une information, je vous rappelle que le 1 à 3 rue de Metz appartient à l'EPF Grand Est, et qu'ils nous ont annoncé qu'ils démarreraient les travaux fin d'année, donc la démolition de toute cette partie de rue. Donc, ce qui veut dire que nous, on rachètera en 4 ans donc, ce qui est convenu, et on participera à hauteur de 20% sur la démolition, mais ça se fera en fin d'année, donc du coup, on a moins de besoins supplémentaires.
Parmi les travaux supplémentaires, il y a 65 000 € qui vont être dédiés à l'école Villebois-Mareuil jusqu'aux vacances. Il y a un espace restauration pour les enfants qui est au premier étage et on va reporter cet espace de restauration au rez-de-chaussée de l'école. Ça a été vu par 3 adjoints. Du coup, Jonathan Villers, François Franier et Catherine Lorrain qui ont travaillé sur le dossier, tous les 3 en charge en fonction de leurs responsabilités. Donc, l'espace restauration pour les enfants de maternelle se fera à la rentrée au rez-de-chaussée. On va aussi installer un récupérateur d'eau au stade Fénal. C'est l'autre source. On a une grosse source au stade Fénal. Donc, on va pouvoir récupérer de l'eau plutôt qu'elle reparte à hauteur de 8 000 €. Et on a différents travaux qui sont nécessaires de faire rapidement, donc pour un montant de 132 000 €. Entre autres, on va sécuriser une partie de la cour intérieure de l'hôtel de ville. On va également sécuriser, vous avez peut-être vu depuis quelques temps, il y a la maison des associations, on était obligé de fermer une porte parce qu'il y a une fissure. Donc on va sécuriser également et on va faire les travaux. Et puis on continue le programme de fenêtres au théâtre, une cheminée à l'hôtel de police et puis un porche aux épis qu'il faut qu'on rénove également. Ensuite, on prévoit de faire une étude sur le sous-sol de l'hôtel abbatial. Vous savez que maintenant qu'on a notre agent d'art et d'histoire, il faut qu'on crée un SIAP. Et on a fait visiter différents lieux à la DRAC ces derniers temps. Et les sous-sols de l'hôtel abbatial, on n'a pas encore la réponse, mais pourrait convenir. Donc, on prévoit 10 000 € pour faire cette étude. Ensuite, il y a des travaux à faire au cimetière suite à des dégâts, mais qui sont pris en charge partiellement par l'assurance. Et également, dans le cadre du plan propreté, parce qu'on embauche du monde, mais il faut leur donner les moyens de travailler, on achète un camion grue à benne, un gloton et du mobilier urbain, entre autres des poubelles, des cendriers, pour qu'on en dispatche plus dans la ville, et ça à hauteur de 53 379 €. Et puis, pour accélérer le passage LED, parce qu'il y a du fonctionnement et il y a de l'investissement, il y a 90 000 € de prévus pour accélérer ce passage. Concernant les travaux de voirie, on a rajouté également quelques montants, donc 10 000 € plus 39 000 € pour faire tout le programme voirie 2024, vu qu'on a eu un appel d'offres assez intéressant. Donc, je peux vous annoncer que les rues Alexandre Joly, les Bégonias, André Nicolas, Nicolas Jadot, Napoléon Cobus, Chauffour et Allée des Canaries seront faits sur le budget 2024. Et on a vu l'entreprise pour que le planning soit fait dans les meilleurs délais, ainsi que la requalification dont on a commencé une rue des Cités Béatrice. Enfin, on en rajoute également 96 999 € exactement pour végétaliser les cours Hubert Monet et École du Quai, ainsi que la totalité des jeux et des plantations qui seront faits pendant les vacances scolaires. Et puis, on en verra sur une délibération que François Franier parlera. Il y a également le montant pour les réseaux enterrés de la rue de Villiers. Et puis également 15 000 € supplémentaires, 15 904 € exactement pour leur réaménagement, ce qui s'appelle aujourd'hui parking des Frères Éclair, mais qui ne se rappellera plus parking, vu qu'on va végétaliser l'ensemble du centre et le parking sera tout autour de la place. Concernant le musée de la faïence à Saint-Maur, alors là, on a des diagnostics techniques qui sont mauvais, je pense qu'il faut le dire. En plus de l'amiante, il y a des problèmes d'électricité, de sol qu'il faut vérifier. Donc, on a décidé de recourir à un concours qui englobera à la fois la scénographie du musée, les travaux à réaliser sur le bâti, et le programme scientifique sera lancé en
2025, d'où le retrait des 340 000 qu'on avait prévu sur le budget initial. Voilà pour le budget principal. Sur le budget de l'eau, on a réduit les recettes de 58 000 euros parce que vu la baisse de consommation d'eau de tout le monde ces premiers mois de l'année, on considère que la recette sera amoindrie. Donc moi, quand je parle de recettes, c'est les 0,45 centimes du mètre cube qui nous servent à financer nos travaux. Concernant le budget location, alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle, on a retiré 300 000 euros qui étaient prévus pour le local rue de la République, vu qu'on a un locataire qui a décidé de faire les travaux. Donc, c'est parfait, la ville n'a pas besoin de les faire, en sachant que le locataire paye le loyer, bien évidemment, comme c'est normal de le payer. Du coup, on va refaire des réalisations de travaux au réservoir. C'est une salle qui est beaucoup utilisée. Donc, moi, j'ai demandé qu'on refasse les travaux de propreté, peinture, etc., en plus du sol qui avait été soulevé pour celles et ceux qui ont su aller au réservoir récemment. Donc ça a pris par l'assurance, mais on va faire en plus des travaux de propreté, je vais dire. Des travaux également au centre administratif et puis des travaux rue Cosson. Et puis au deuxième étage, l'appartement au deuxième étage rue de la République qui est loué au 1er octobre, je peux vous l'annoncer. Et en même temps, donc, on diminue donc du coup la dette du budget location. Concernant le budget restauration, vous l'avez noté, 60 000 euros de plus sur l'alimentation et 20 000 euros de plus sur la masse salariale. Là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a une équipe stable à la restauration municipale. Les repas sont de qualité, on respecte au maximum produits locaux, loi Egalim, etc. Et c'est pour ça que notre budget est en augmentation. Mais je pense qu'on satisfait de plus en plus de personnes et on reparlera des enfants lors des délibérations suivantes. Voilà ce que je voulais vous dire sur le budget. Donc, comme je vous l'annonçais, ce sont vraiment des budgets d'ajustement comme on le fait en milieu d'année par rapport au budget principal. Alors, moi, je suis à l'écoute si vous avez des remarques ou des questions par rapport aux éléments que je viens de préciser et que vous aviez dans tous les documents qui vous sont parvenus. Monsieur Valois, je vous donne la parole. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, la question qui me venait par rapport à la présentation que vous avez faite là, à l'instant, c'est surtout par rapport à la bonne nouvelle de la relance du label Ville d'Art et d'Histoire, avec, nous l'apprenons ce soir, le recrutement de quelqu'un sur le poste qui a été très longtemps recherché. Je crois que ça fait quand même plusieurs années que le recrutement était posé et proposé et n'avait pas réussi à aboutir. Donc on s'en satisfait très bien, c'est une très bonne nouvelle pour notre ville. Cependant, vous nous aviez indiqué il y a quelques mois, 18 mois environ, que ce label était suspendu pour des raisons budgétaires, d'arbitrage entre la mise en place d'un bus scolaire aux frais de la ville pour emmener les enfants qui habitent les quartiers les plus éloignés jusqu'au collège et au lycée. Et aujourd'hui, ça ne semble plus être une problématique, donc nous aurions aimé un petit peu mieux comprendre comment vous aviez choisi d'arbitrer entre finalement le bus et le label Ville d'Art et d'Histoire et finalement favorablement en faveur du label Ville d'Art et d'Histoire. Encore une fois, pour le coup, vous nous trouverez à vos côtés pour soutenir cette initiative. Et puis vous évoquez une étude lancée pour la constitution, la création du centre d'interprétation lié à ce label. Alors, j'ai pas bien compris et je pense qu'il faudrait que vous puissiez nous préciser comment on peut investir un sous-sol pour
proposer un centre d'interprétation digne de ce nom qui va être un peu la vitrine de notre ville. Les gens qui viennent découvrir et qui souhaitent s'informer sur ce qui fait l'essentiel du patrimoine et pourquoi notre ville est une vraie ville d'art et d'histoire vont finalement accéder à un sous-sol. C'est pas très engageant, très franchement. Je pense que ça mérite effectivement une bonne étude parce que j'ai un petit doute sur l'intérêt de la démarche. D'ailleurs, sur le patrimoine, on voit que c'est un budget supplémentaire. Et là encore, nous nous en félicitons, qui est très orienté sur le patrimoine. Mais néanmoins, vous avez un projet de réhabilitation de l'église Saint-Maur en musée de la faïence. Vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est surprenant parce qu'on avait justement découvert, là aussi, il y a quelques années, un petit peu sorti du chapeau votre démarche qui était vraiment une initiative bouclée en un quart d'heure top chrono sur un coin de bureau. On allait avoir un musée de la faïence à Lunéville, on allait voir ce qu'on allait voir et puis en fait on risque d'attendre encore longtemps vraisemblablement, ce qui est un petit peu fâcheux parce que néanmoins vous avez quand même commencé à investir beaucoup d'argent dans ce projet et je suis pas tout à fait sûr qu'il réussisse à voir le jour avant longtemps. Vous l'avez dit vous-même, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes d'amiante. Ça risque d'être un vrai gouffre pour notre collectivité. Enfin, sur la question de la location du local commercial de la rue de la République, là aussi, tant mieux, enfin, au bout de 5 ans, nous trouvons un preneur pour ce local, c'est formidable, c'est une très très bonne nouvelle. Et en plus, au miracle, on avait 300 000 euros budgétés, et puis finalement, le preneur prend à sa charge les 300 000 euros. Très franchement, là encore, vous nous excuserez, mais on a vraiment besoin d'avoir des précisions sur les conditions de négociation qui font qu'un preneur qui avait sur la table la ville qui lui proposait 300 000 euros de travaux se dit non, 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 surtout pas, je veux pas de 300 000 euros, et puis en plus, je vous paye un loyer. Franchement, on aimera vraiment bien voir les conditions, et d'ailleurs, je vous demande, Madame le maire, officiellement le contrat de location vis-à-vis de ce preneur, puisque nous avons le droit d'avoir accès à ce type de document. Je vous en remercie. Sur le reste du budget supplémentaire, on sent bien que vous êtes dans des logiques d'ajustement et c'est tant mieux. Vous êtes dans la conduite parfaite de votre ligne politique de début d'année. Eh bien, nous serons dans la conduite parfaite de notre ligne du début de l'année également. Nous serons évidemment contre ce budget supplémentaire. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Virginie. Je voulais juste poser la question à Monsieur Valois s'il avait déjà visité les sous-sols de l'hôtel abbatial. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Benoît Tallot. Oui, moi je les ai visités à de nombreuses reprises. J'ai organisé des manifestations aussi dans le sous-sol. Alors il y a plusieurs entrées à sous-sol. Il y a l'entrée par l'intérieur. Celle-là, elle est à éviter. En tout cas aux personnes qui présentent des difficultés de déambulation, évidemment. En revanche, il y a l'entrée qui est plutôt sympa, si on la réhabilite, qui donne sur la rue des Templiers. Là, il n'y a que 2 ou 3 marches à descendre et on a accès, au moyen d'une rampe pour les personnes à mobilité réduite, assez facile à mettre en place. Ça donne un bel espace. Après, il y a une entrée qui donne sur l'église Saint-Jacques. Celle-là aussi, elle est à proscrire. Elle est dangereuse avec des marches très hautes et un seuil, un passage qui ne permet pas, en tout cas, d'éviter les accidents de tête. Et puis, il y a le passage par le jardin de l'abbé, mais celui-là, je le mets de côté. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on l'utilise. Mettre le centre d'interprétation du patrimoine au sous-sol, ça reste un sous-sol, puisqu'il y a des chais, d'anciens chais. Il y a l'ancien
potager de l'hôtel abbatial qui est toujours présent. Il y a un certain nombre d'éléments architecturaux. Il y a un four à pain aussi. Je trouve que c'est sympa hein, d'avoir enfin ce centre d'interprétation, mais le mettre au sous-sol, je trouve que ça un peu dommage, un peu réducteur, un peu, j'allais dire condescendant, pas méprisant, mais c'est considérer que l'art et la culture et le patrimoine ne sont pas jugés à leur bonne valeur. Donc j'aurais préféré un autre endroit que le sous-sol de l'hôtel abbatial. Concernant l'église Saint-Maur, là, j'en veux à notre ami Thibaut Valois, j'en veux beaucoup à notre collègue, parce que je partage ses vues. Ça m'embête. Je pense qu'il a raison. L'église Saint-Maur, c'est une impasse patrimoniale et architecturale. Je l'ai dit à l'époque, ça va nous coûter un paquet fou d'argent, parce que c'est inadapté à la mise en scène de pièces de faïence. Je ne vois pas d'ailleurs à quoi pourrait servir l'église Saint-Jacques, l'église Saint-Maur, parce que c'est un gouffre. Hein. Cette église a été construite par l'abbé Trouillet dans un contexte très particulier qui était la volonté d'offrir à tous les gens de Lunéville qui habitaient ce quartier un lieu de culte. Donc l'église Jeanne d'Arc procède un peu de la même démarche. Il fallait construire une église pour les Alsaciens lorrains qui étaient dans le quartier. Donc c'est une église comme Saint-Èvre, dont l'auteur est le même, à Nancy. C'est toujours... Ah non, ce n'est plus l'abbé Trouillet, c'est Monseigneur Trouillet. Désolé. Donc on est confronté à la même impécuniosité dans les travaux, dans le bâti, dans l'entretien. Et l'église Saint-Maur, autant je suis attaché au lieu de culte, pour des raisons qui vous échappent sans doute, mais je suis attaché au lieu de culte. Mais l'église Saint-Maur, je ne vois pas comment on peut la transformer d'une manière efficace sans que cela nous coûte un bras. J'aimerais bien avoir le résultat des études préliminaires qui ont été faites, parce que cela me permettrait déjà d'éclairer ma lanterne, d'apporter des éléments à ma réflexion, parce que cette église Saint-Maur, on va la traîner encore un certain temps. Rien ne sera réglé avant la fin du mandat. L'équipe suivante aura à la reprendre en charge, et je pense qu'à ce sujet-là, il est un devoir de clarté absolu, parce que c'est un dossier qui va nous entraîner sur au moins 10 ans. Bien. D'autres remarques ou d'autres questions? Alors, déjà, ville d'art et d'histoire, la jeune femme, Chloé Le Sourd, a été embauchée en février 2024. Je l'avais déjà annoncé à différents conseils municipaux. Pourquoi on avait arrêté, alors vous revenez sur les bus qui étaient financés par la communauté de communes et qui a refusé de les financer, où on transporte des collégiens et des lycéens qui ne sont pas sous notre responsabilité, je le rappelle. Hein. Parce que c'était tout simplement à l'automne 22, et à l'automne 22, les tarifs gaz, entre autres, parce que électricité, pardon, parce que gaz, heureusement, on n'est pas concerné, parce que j'avais acheté le gaz en juin 2020, explosé. On ne savait absolument pas où on allait en termes de finances, et j'avais dit que je suspendais le recrutement pour cette raison. Aujourd'hui, vu les résultats, on peut se permettre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a relancé, et on a trouvé une jeune femme vraiment qui est très bien, qui est hyper investie, qui commence à travailler réellement avec des beaux projets pour l'été, entre autres avec les MJC, avec le centre de loisirs, avec les enfants, ce qui est dans un premier temps la priorité. Concernant le sous-sol, moi j'ai souhaité faire visiter des lieux à la DRAC, parce que je vous rappelle qu'on est labellisé et tenu avec la DRAC et qu'on ne peut pas faire un centre d'interprétation où on veut, vu qu'on est cofinancé par la DRAC. La personne de la DRAC, Virginie était avec nous, j'étais accompagnée de David Furletta, de Chloé Le Sourd, d'Alexandre Janin, a été épatée par le lieu. Je tiens à vous le dire.
donc c'est pas mettre la culture au sous-sol ou je ne sais quoi, a été épaté par le lieu. Peu importe, mais en tout cas, c'est la responsable de la DRAC qui est déléguée, qui a participé avec nous au recrutement. Je rappelle, Benoît, que comme n'importe quel conseiller municipal autour de la table, tu lèves le doigt et tu demandes la parole. Pour le moment, on y reviendra. En tout cas, il y a une personne de l'ADRA qui est venue, qui était épatée par les lieux et qui nous a dit, pour le moment, on n'a pas l'accord définitif, mais on prévoit au budget 10 000 euros d'études si on a l'accord définitif. La personne, c'était, je me souviens plus. Voilà. Irène Journet, la responsable du label. À la DRAC. Visiblement, M. Talon ne connaît pas. En attendant, aujourd'hui, on attend une réponse définitive de la DRAC par rapport à ce dossier-là. Et c'est la personne qui suit notre label. Donc, voilà pour Ville d'Art et d'Histoire. Concernant l'église Saint-Maur, et après, voilà, vous n'êtes pas d'accord, peut-être, mais en tout cas, effectivement, on est sur des études par rapport à ce sujet. D'ailleurs, vous m'aviez demandé le dossier et vous l'avez reçu. Donc, ce n'est pas qu'une exposition de 4 ou 5 assiettes, comme chacun peut le... Non, je n'ai pas dit. C'est vraiment un projet ambitieux par rapport à la sauvegarde de ce quartier aussi, qui a une vraie histoire. Et d'ailleurs, on travaille même avec l'association du quartier, qui est une activité économique là pour mettre en avant les bâtiments de l'usine aujourd'hui. Donc c'est un vrai projet. Je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Vous connaissez l'histoire. L'église n'a plus assez de pratiquants. Monseigneur Papin nous avait contacté Jacques Lomblin, qui m'avait associé à l'époque parce que j'étais pas maire, et on l'avait rencontré en nous disant je ferme l'église. Voilà, parce qu'il y aura plus. Il y a moins de pratiquants, il n'y a plus assez de prêtres, et donc je vous la rends, mais je voudrais que vous regardiez pour un vrai projet. Ce projet-là est important pour les gens du quartier, et important pour l'histoire de Lunéville. Maintenant, en termes de montant, on ne sait pas, vu qu'il va y avoir une étude de fait courant 25, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, et puis ensuite on avisera. Voilà ce que je voulais vous dire, mais c'est important. Par rapport au loyer, j'ai oublié de vous répondre, Monsieur Valois, c'est 1 500 € hors taxe le loyer uniquement du rez-de-chaussée. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à vos remarques. Monsieur Talot. Catherine, ce qui m'intéresse, c'est connaître les raisons factuelles qui t'ont conduit à suspendre le projet de l'église Saint-Maur. Je n'ai pas eu mes réponses. Je ne suspends pas le projet de l'église Saint-Maur parce que visiblement, tu ne m'as pas écouté. On ne modifie pas non plus. On ne modifie... Stop. Stop. On ne modifie pas, on ne suspend pas. On fait une étude du bâti et une étude scénographique. Ce qu'on va faire en 2025. On ne suspend pas. Pas de modification. Déjà, une étude scénographique, c'est pas à l'ancien adjoint à la culture que je vais l'apprendre. C'est un minimum à faire quand on veut créer un projet culturel d'ambition. De 1. Je vais finir ma phrase et vous allez lever la main maintenant. Ensuite, aujourd'hui, il y a des études qui sont faites, il y a de l'amiante, l'électricité est plus conforme, la stabilité du bâtiment n'est pas conforme. Il faut savoir jusqu'où on s'engage. Voilà, et c'est ce qu'on est en train de faire et ce qu'on continuera début 2025. Et ensuite, on y reviendra au conseil municipal pour valider ou pas le projet. Monsieur Talot. Donc, je demande à ce que ces pièces qui t'ont permis de prendre ces décisions me soient communiquées. Mais ils seront communiqués à l'ensemble du conseil municipal. Mais je rappelle que l'étude scénographique a déjà été... Monsieur Valois me l'avait demandé. Ça a déjà été communiqué à tous les membres du conseil municipal il y a quelques mois. Vous me l'aviez demandé,
vous l'avez eu, et tout le conseil municipal l'a eu. Donc, je ferai un renvoi à M. Talot pour qu'il ait bien le document cette fois-ci. Mais il n'y a pas d'études supplémentaires. On fait des travaux, on voit qu'il y a de l'amiante, on entraîne une étude. Il y a pas de, il y a de l'amiante dans l'église, l'électricité n'est pas conforme. Jacques Lamblin a demandé la parole. Oui, simplement, sur le plan factuel, d'abord, tu l'as dit dès le départ, qu'il y avait un problème d'amiante et de problème sur le bâtiment. Donc évidemment, quand au départ, on a l'idée d'exploiter et d'utiliser un édifice comme l'église Saint-Maur, on a une idée. Et après, on se lance pour évidemment, faire avancer l'idée. Alors, on découvre que le bâtiment n'était pas suffisamment stable d'après les études qui ont été, ou les sondages qui ont pu être opérés. Alors, chacun sait que quand il y a un problème de stabilité sur un bâtiment, ça peut nous mener loin. Peut-être que ça ne sera pas aussi grave qu'on peut le redouter, mais peut-être que ça sera plus grave qu'on ne l'espérait. Hein. Et idem pour l'amiante. Vous savez très bien que s'il y a une mauvaise nouvelle dans le bâtiment aujourd'hui, c'est quand on trouve de l'amiante. Hein. Ça multiplie les prix. Ben, je parle devant le président de l'OPH qui a assez ramé sur le quai de Célestat avec l'amiante qu'il fallait remplir. Hein. Donc moi je trouve que c'est relativement prudent c'est pas relativement, c'est prudent de bien se renseigner, de bien maîtriser toutes les cartes du dossier avant de décider définitivement. Enfin, je ne vois pas où est le sujet. Hein. Alors c'est sûr que ça recule, mais ce n'est pas pour le plaisir de reculer. Il est certain que si ça multiplie le prix du projet par 3, ça devient beaucoup plus compliqué. Quoi, hein. C'est sûr. Je trouve ça que c'est de la bonne gestion. Hein. Voilà. Deuxièmement, j'avoue que j'ai été un peu choqué sur ce débat sur le sous-sol. C'est-à-dire que ce qui me choque, c'est qu'il y a un a priori au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, par définition, puisque c'est un sous-sol, c'est mal. Puisque c'est un sous-sol, c'est non pas mal, mais c'est un petit peu condescendant, je crois que le terme a été employé, ou c'est pas à la hauteur d'un tel projet. Moi, je pense qu'il y a en France des tas d'endroits qui sont surprenants et pour lesquels dans lesquels on a installé des prestations sur le plan culturel de très haut niveau. Vous en connaissez au moins autant que moi, sinon plus. En tout cas, c'est très fréquent. Et il y a une certaine originalité, incontestablement, mais est-ce que l'originalité est, comme on est dans un presbytère, est-ce que c'est un péché, l'originalité? Ben, je pense que non. Et ensuite, dernière remarque qui a été faite, c'est où va le patrimoine, hein? Eh ben, le patrimoine, moi j'ai une autre église dont on n'a pas parlé, c'est l'église Saint-Jacques. Là aussi, hein, il faut continuer. Et on avait déjà commencé sous mon mandat. Catherine, tu continues, et il faut continuer encore. Et là, pour finaliser, il y a plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est dans les tuyaux. Hein. Là, pour le coup, c'est dans les tuyaux. Donc, sur le plan du patrimoine, je pense que le travail qui est fait depuis un certain nombre d'années, et tout particulièrement depuis que tu es maire, et on ne peut pas quand même le contester. Hein. Voilà. Alors, attendons les résultats sur l'église Saint-Jacques. Ça va demander encore un peu de temps aussi. Non, mais Saint-Jacques. Ah oui. Hein. Mais Saint-Maur, évidemment, il faut chiffrer tout ça avant de se lancer. C'est ça. On est bien d'accord. Mais vous aurez les diags techniques qui vous seront communiqués à l'ensemble du conseil municipal. Je rappelle juste que Saint-Jacques, c'était pas prévu hein, dans la programmation qu'on avait faite avec les équipes sur le mandat, mais que Saint-Jacques, il y a des pierres qui sont tombées en novembre 21 et qu'on aurait pu tout simplement se contenter de sécuriser et puis d'attendre des années et de ne pas faire. On a fait le choix de rénover Saint-Jacques et, parce que c'est le monument emblématique qui appartient à la ville de Lunéville. Je rappelle que le château est au département, donc c'est vraiment le monument qu'on voit de toutes parts.
et que on va pouvoir ouvrir l'axe central en fin d'été, début d'automne. Donc vous pourrez admirer déjà une partie des travaux qui seront réalisés. Et ensuite, on continuera sur la deuxième tour. Et comme on travaille bien avec la DRAC, on est assuré d'avoir un cofinancement pour la deuxième tour, donc la troisième partie. Et je peux vous dire qu'en ce moment, vu les budgets restreints de la DRAC, heureusement qu'on a travaillé beaucoup en amont avec eux et qu'on les tient au courant de tout ce qu'on fait, ce qui permet qu'on arrive à cofinancer autour de 30% sur la deuxième tranche et j'espère de 30% sur la troisième tranche nos travaux. Je rappelle qu'il y a une souscription, comme vous aimez tous notre patrimoine, que vous pouvez souscrire et donc être exonéré d'impôts alors de l'ordre de 66%. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport au budget. Donc, je vais proposer de... lève le doigt. Alors, Monsieur Talot, qui est en forme ce soir. Ton obstination à tourner autour du pot et ne pas répondre à mes questions me fait encore plus m'inquiéter. Je demande simplement la communication des avis d'experts, des Mais je viens de documents dire... concernant... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Là, il va falloir se calmer, Monsieur Talot. Laisse-moi terminer. Il va... Je veux la communication des documents. Je suis très calme. Quand je m'énerve, ça se voit. On se calme un peu. On Je se veux la calme. communication des documents qui ont permis d'établir que le bâtiment n'est plus stable et qu'il y a de l'amiante. C'est simple. Et si c'est la même réponse que tu vas me faire au sujet des experts de la chaufferie ou du budget des affaires scolaires et du périscolaire, je ne serai pas étonné. Monsieur Talot, je viens de dire à tout le monde en préambule, mais visiblement vous ne m'écoutez pas, que tout le conseil municipal aurait les rapports d'experts techniques. Je l'ai dit en préambule. Eh ben, Non mais, pardon, je crois quand même, il y a un moment, on est autour de la table, on connaît les problèmes, on est tous sur ces coups-là, Benoît, on connaît les difficultés que ça peut rencontrer. Je connais bien le bâtiment, je sais par exemple que les bâtiments et les décisions qu'on peut prendre peuvent parfois être retardées parce qu'il y a des problématiques qui se posent, qui se rencontrent après qu'on ait acheté en cours de rénovation, etc. On vient de te dire, Benoît, qu'on va communiquer les documents qui vont répondre purement et simplement à ta question. Je te demande simplement de prendre un petit peu le temps, tu les auras et tu pourras Comme les prendre autres connaissance, membres du conseil. comme l'ensemble des membres du conseil. Voilà, c'est tout. Après, on va continuer notre conseil tranquille. Les questions qui sont appelées par le conseil ont toujours eu des réponses jusqu'à présent. Donc, tu les auras comme l'ensemble des membres du conseil. Voilà. Ah, c'est... bien. On va voter donc les budgets l'un après l'autre. Donc, sur le budget principal, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire du budget principal 2024 pour un montant total de 4 222 512 € et 50 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le budget est voté à la majorité. Ensuite, c'est le budget de l'eau. C'est pas grave, je vais le lire. Le projet donc de conseil municipal, après avis de sa commission finances, adopte le budget supplémentaire du budget de l'eau 2024 pour un montant de 133 153,09 €. Qui est contre? Donc, Monsieur Valois, les pouvoirs. Qui s'abstient? Ce budget est voté à la majorité. Ensuite, c'est le budget location. Petit problème avec l'écran. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire location 2024 pour un montant de 114 493 € et 25 centimes. Qui est contre? Toujours Monsieur Valois et les pouvoirs. Qui s'abstient? Le budget est voté à la majorité. Budget restauration.
Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, adopte le budget supplémentaire du budget restauration 2024 pour un montant total de 95 439 € et 88 centimes. Qui est contre? Monsieur Valois et toute votre liste, les pouvoirs. Qui s'abstient? Le budget est voté à la majorité. Ensuite, je vais donner la parole à Claude Bailly pour concerne les chèques cadeaux et les bons cadeaux 2024 pour les agents municipaux. Merci Madame le Claude, maire. tu as la parole. Alors, pour la 5e année consécutive, la ville de Lunéville reconduit l'opération chèque cadeau afin de saluer le travail et l'investissement des agents de la ville et du CCAS. Le montant de ce chéquier est d'une valeur de 100 € par agent, un budget global pour la ville de 31 300 €. Remis par le biais du CGOS en septembre 2024, ces chéquiers sont à utiliser exclusivement chez les commerçants de Lunéville, hormis la GMS, et seront valables jusqu'au 31 décembre 2024. Cette action est autant appréciée des agents que des commerçants. À ce jour, 70% des commerces du centre-ville y adhèrent. Nous voulions saluer le travail du manager du commerce Nathan Martin. À notre grande satisfaction, 29 commerces ont ouvert durant ces 12 derniers mois, dont 10 rue de la République. Ce développement offrira aux porteurs de chèques cadeaux une importante diversité pour leurs achats de fin d'année. Merci Claude. Tu as parlé de 70%, moi je rajouterais même que c'est 130 commerçants qui se portent volontaires pour participer à cette opération. À ce jour, hein, c'est à ce soir, ce n'est pas 17 terminé. heures. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? C'est un plus pour nos agents, comme Claude Bailly l'a rappelé, mais c'est aussi plus de 30 000 € réinjectés dans le commerce local, et ce qui est également quelque chose d'important. Des questions concernant cette délibération? Non. Donc, je vais lire le projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, prévu que les crédits sont prévus au BP 24, nature 6 474, enveloppe 585, plus avec la subvention, pour la subvention du CGOS. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie pour les commerçants et pour les agents. Ensuite, affaires scolaires. Donc, il y a différentes délibérations. Je vais laisser la parole à Jonathan Auvillers. Merci Madame la maire. Oui, comme chaque année, on vous propose d'adopter les tarifs inhérents au service des affaires scolaires. La première délibération concerne les activités périscolaires et extrascolaires. Et nous vous proposons cette année encore de reconduire les tarifs à l'identique de 2023, qui sont à l'identique de 2022 et en fait identiques depuis 2020. Je voudrais juste faire un petit focus sur un tarif, c'est le tarif extrascolaire, donc du centre de loisirs. Donc on vous propose de voter les tarifs, mais ce n'est pas le coût réel aux familles, en fait, qui est facturé, le résiduel. Parce qu'en fait, chaque famille a le droit à une prestation de service appliquée par la CAF de 3,92 €, donc le reste à charge pour une famille de Lunéville est de 13,20 € moins les 3,92 €. Et pour les familles ayant un coefficient CAF inférieur à 800 €, c'est-à-dire l'ensemble des tranches A et une partie des tranches B, il faut encore déduire une nouvelle aide donc de 3,92 €. Et donc pour les familles ayant les revenus les plus faibles de notre ville, le centre de loisirs, la journée au centre de loisirs, repas compris, je le rappelle, est de 5,28 €. Voilà. Donc, le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, adopte les tarifs À compter du 1er septembre. Voilà, adopte à compter du 1er septembre 2024, tel que figurant en annexe 3 du règlement intérieur des services périscolaires et en annexe 1 du règlement intérieur de l'accueil de loisirs, l'île aux vacances.
Merci, merci Jonathan. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation sur ces tarifs donc pour les enfants, pour les parents, mais dont les enfants bénéficient tout au long de l'été. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Benoît Tallot. Il faut que tu éteins ton micro. Je suis fort aise que ce soit l'adjoint aux affaires scolaires qui présente cette délibération, parce que je vais pouvoir lui poser la question que j'avais déjà posée en décembre et pour laquelle je n'ai toujours pas eu de réponse. Catherine, tu m'as fait une réponse, et tu l'auras pas à Noël. Ouais, je ne l'ai pas eu à Noël, tu as tenu ta promesse. Mais quelle est la question? J'y arrive. J'y arrive. La question était très simple. Quel est le budget municipal consolidé consacré au périscolaire? Tu éteins ton micro. Il faut éteindre ton micro. La réponse a été transmise par mail il y a déjà plusieurs semaines, voire mois. Je vais retrouver la copie de ce mail-là après avoir présenté mes délibérations, Madame le maire. Ok, merci Jonathan. Donc, Jonathan cherchera quand il aura fini de présenter ses délibérations. Alors, d'autres questions concernant cette délibération? Non. Donc, on va pouvoir la voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Continue à présenter, tu chercheras après. Oui, bien sûr. Donc, la délibération suivante est la délibération sur la restauration scolaire. Donc, là aussi, on vous propose de reconduire les tarifs que nous avions votés en 2023. Donc, les tarifs, je le rappelle, sont de... Ah, du coup, j'ai mélangé mes feuilles, pardon. De 2,40 €, excusez-moi, pour les plus faibles tarifs à 4,10 € pour les familles ayant le plus fort revenu. Donc, c'est la reconduite des tarifs de 2023 qui font suite à la baisse de tarifs que nous avons appliquée en 2020 à l'arrivée aux affaires, avec une baisse de à peu près 13% sur les différents tarifs. J'ai ressorti en fait les tarifs que nous avions votés pour ceux qui étaient autour de la table en 2014. En 2014, le tarif A était à 2,70 € et le tarif C à 4,35 €. Donc, en 10 ans, nos tarifs ont baissé en termes financiers et sur lesquels nous n'avons pas appliqué l'inflation, parce que j'ai été regarder l'inflation sur 10 ans selon l'INSEE, elle est de 21%. Donc, en plus de la baisse que nous avons appliquée en 2020, de façon unanime, nous n'avons jamais rattrapé l'inflation. Et vous rappeliez, Madame le maire, dans votre présentation du budget, les coûts des fluides et des denrées alimentaires n'ont pas arrêté de flamber ces dernières années. Donc, c'est vraiment un effort que nous faisons pour l'ensemble des familles de Lunéville. Je vous remercie. Attends. Laissez-le voir. Arrêtez de m'envoyer des feuilles partout. Donc, le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, adopte les tarifs de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2024, tels que figurant en annexe 2 du règlement intérieur des services périscolaires. Merci. Merci Jonathan. Moi, je rajouterais, parce que j'ai cherché quelques chiffres cet après-midi, en 2019, pour les enfants, j'entends, il y avait 76 514 repas qui avaient été servis. Et en 2023, 92 518 repas qui ont été servis. Ça veut dire que, en plus de la qualité dont je parlais tout à l'heure, le tarif permet à plus de 15 000 enfants de se nourrir convenablement tous les jours sur le repas de midi. Et ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Pour aller dans votre sens, Madame le maire, il y a à peu près 650 repas qui sont servis par jour. Et je le rappelle, il y a 1350 élèves en maternelle et élémentaire sur les écoles publiques de Lunéville, ce qui fait que plus de 40%, quasiment 50% des enfants scolarisés en école publique de Lunéville fréquentent la restauration scolaire.
Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non, donc on va pouvoir voter le tarif de restauration scolaire. Donc qui est contre, qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Alors, affaires scolaires, transport. Oui, la dernière délibération pour ce soir. Donc, comme vous l'avez rappelé, on en a parlé lors de la présentation du budget supplémentaire. La ville, depuis 2 ans maintenant, a repris à sa charge le transport scolaire pour les élèves des lycées et des collèges. Et on vous propose de voter la participation des familles à ce transport pour l'année scolaire 2024-2025, soit 120 €. En élément complémentaire, je peux vous indiquer que cette année, c'est une centaine d'élèves qui sont inscrits, 59 sur la ligne Muguet, 41 sur la ligne Coquelicot. Donc le coût pour les familles est de 120 €, pour un coût pour la commune de 460 € pour les 2 lignes de bus. Donc, par jour, bien sûr, 460 € par jour, pardon. Étant donné qu'il y a à peu près 174 jours d'école, le coût pour la ville est de 80 040 € et que les recettes, c'est assez simple, 100 enfants multipliés par 120, ça fait 12 000 €. Donc le reste à charge, 68 040 €, et pour la ville de Lunéville. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, donc qui est contre, qui s'abstient? J'ai pas lu le projet de délibération. Excuse-moi. Le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, adopte le tarif de 120 € annuel à compter du 1er septembre 2024 pour les élèves collégiens et lycéens s'inscrivant au transport de bus proposé. Précise que le règlement se fera de manière trimestrielle à raison de 40 €, tout trimestre commencé étendu. Merci. Alors, qui est contre, qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Donc ensuite, je donne la parole à François sur une convention pour la rue de Villers. Merci Madame le maire. Donc c'est une subvention pour la rue de Villers concernant l'enfouissement des lignes électriques. Le 14 mars 2024, la délibération numéro 2024-087 portait sur une convention permettant le transfert de la maîtrise d'ouvrage de la commune vers le SDE, c'est-à-dire le syndicat départemental d'électricité de Meurthe-et-Moselle, afin d'encadrer les travaux, les études, les achats et les services nécessaires à cette opération. La délibération d'aujourd'hui traite l'aspect financier de cette opération, par l'approbation d'une convention relative au financement. Le syndicat départemental d'électricité de Meurthe-et-Moselle est maître d'ouvrage, c'est donc à lui de facturer l'ensemble des travaux. Cependant, le SDE 54 participe à hauteur de 129 376 €, soit 41,60%, le reste étant à la charge de la commune, versé comme subvention d'équipement, d'un montant de 181 624 €, soit 58,40%. Cette convention prendra fin dès la réception des travaux prévus et les règlements effectués. Les conventions d'équipement doivent être amorties et afin d'impacter le budget, il est proposé au conseil municipal de neutraliser la dotation d'équipement. Je vous laisse le soin de prendre connaissance de la manœuvre de neutralisation de l'amortissement. Si vous avez des questions à ce sujet, monsieur le directeur général des services se fera un plaisir d'y répondre. Il est proposé d'approuver la convention relative au financement des travaux au titre de l'article 8 du contrat de concession sur la commune de Lunéville, rue de Villers. Le projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, approuve la convention relative au financement des travaux au titre de l'article 8 du contrat de concession sur la commune de Lunéville, rue de Villers, fixe la durée d'amortissement liée à la subvention d'équipement à 1 an, décide d'opter pour le dispositif de neutralisation des dotations aux amortissements de la subvention d'équipement versée en référence du décret du 29 décembre 2015. Autorise Madame le maire de la commune de Lunéville à signer cette convention, ainsi que tous actes y afférents. Précise que les crédits sont inscrits au BS 2024. Merci François. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va faire enfuir les réseaux rue de Villers, donc ça c'est quelque chose d'important, et qu'on est aidé à hauteur de 41,60%
par le SDE, auquel d'ailleurs François participe de manière active. Et que le solde pour la commune est donc de 180 624 € en fonction des éléments qu'on a à ce jour. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc on va pouvoir lire le projet de délibération que tu n'as pas lu, François? Si. Tu l'as lu. Donc, qui est contre ce projet de délibération, qui s'abstient, il est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc là, maintenant, il s'agit de la résidence Ménil. Donc, c'est Edith Bagard qui va vous le présenter, cette délibération. François, éteins ton micro. Oh, pardon. Donc, la délibération concerne la résidence Ménil qui est actuellement en travaux pour une grosse réhabilitation. Et dans le cadre des travaux, notamment pour les extérieurs, un mur de la résidence est mitoyen avec la clôture de la propriété voisine qui appartient à la famille Fischer. Donc l'entreprise en charge des travaux devra passer sur l'allée de la propriété voisine pour approvisionner le matériel, le montage et le démontage des échafaudages. Un procès-verbal de constat a été réalisé par maître Florentin, huissier de justice, le 16 janvier 2024, à la requête de l'entreprise et avec l'accord du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Un échafaudage sera présent sur la propriété voisine et enfin un surplomb de la propriété sera réalisé dans le cadre de l'isolation par l'extérieur. La réalisation d'un acte authentique a été confiée à l'étude de maître Descorps-Scherbeck afin de définir la servitude de passage, le tour d'échelle, le surplomb ainsi que de prévoir l'indemnisation des propriétaires voisins. L'indemnité a été évaluée à 500 € en accord avec la famille Fischer et le projet d'acte est joint à la présente délibération. Le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, approuve l'accord ainsi conclu, autorise le maire ou son représentant à signer l'acte notarié et à intervenir, dont les frais seront à la charge de la ville de Lunéville, et précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2024, chapitre 11. Merci, merci Edith. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non, c'est clair. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Et puis la suivante, il s'agit donc des garanties d'emprunt du CCAS. Tu l'as présenté en conseil d'administration du CCAS. Moi, je te laisse continuer, prendre la parole, Edith. Voilà, donc, toujours dans le cadre de la réalisation de la résidence Ménil, le CCAS a équilibré son plan de financement en négociant un prêt à taux zéro auprès de la CARSAT pour une durée de 25 ans pour un montant de 1 219 888,39 €. Et parallèlement, le plan de financement prévoit un emprunt complémentaire. Et consulté, il apparaît que parmi nos différents partenaires financiers, la Banque Postale propose les meilleures conditions sur 25 ans. Aussi, il est proposé au conseil municipal de garantir à 100% le remboursement de ces deux prêts. Donc, pour la CARSAT Nord-Est, un montant de 1 219 888,39 € pour une durée de 25 ans à taux zéro. Et la Banque Postale, un montant de 200 000 €, une durée de 25 ans, un taux à 3,73 et un amortissement constant en capital à cadence trimestrielle. Le projet de délibération, donc le conseil municipal, après avis de sa commission, alors accorde sa garantie à 100% au remboursement des contrats de prêt signés par le CCAS dans le cadre de la réhabilitation de la résidence Ménil selon les conditions suivantes. Et je ne vais peut-être pas redire ce que je viens de dire comme condition. On attend encore des subventions. Entre autres, l'Agir Carco a été consulté et le dossier est déposé. On nous promet une réponse dans les 6 mois maintenant. Le conseil départemental aussi devrait se prononcer. On nous a promis en juin. Bon, on n'a pas encore de date non plus. On espère avoir des aides de ce côté-là. On a normalement une aide conséquente du fonds vert sans avoir eu la notification, mais normalement, ce serait une bonne surprise. Effectivement, on a un avis positif du fonds vert, mais on n'a pas la notification écrite, donc on attend pour le moment de vous annoncer le montant. Merci Edith. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non.
Donc, on va pouvoir voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Sport, je donne la parole à Gérald Bardot pour plusieurs délibérations d'ailleurs. Merci, Madame le maire. Donc oui, ça devrait susciter moins de polémique, je pense, concernant le sport. Ça concerne premièrement la Carache lunévilloise, qui organise un championnat de France jeunes pêche au cou, U25, U20 et U15. 80 concurrents sont attendus les 6 et 7 juillet à Lunéville pour participer à cette compétition de niveau national inscrite au calendrier officiel de la Fédération française des pêches sportives. Les épreuves se déroulent aux étangs Thierry à Lunéville en 2 manches. Afin de faire face aux frais d'organisation de cette compétition, le club sollicite une aide financière de la ville. Le budget prévisionnel s'élève à 7 200 € hors bénévolat. La commission propose une subvention de 350 €. Je peux lire le projet de délibération? Oui, vas-y. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission jeunesse et sport, décide d'attribuer 350 € à la Carache lunévilloise compétition. Précise que le versement de cette subvention est conditionné à la présentation d'un bilan auprès du service des sports. Merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Alors, sport toujours. Handball, je te laisse continuer. Merci. Donc là, c'est attribution de subvention exceptionnelle au Sporting Handball de Lunéville. Ce club souhaite inscrire 2 équipes de jeunes à des tournois, c'est des tournois internationaux pendant les vacances estivales. Les M15 garçons au tournoi Paris World Derm du 7 au 12 juillet. Le M16 filles, un tournoi en Slovénie du 3 au 12 juillet. Le budget prévisionnel de ces 2 déplacements est estimé à 17 000 €015. Le club financera ce projet grâce à l'organisation de divers événements, tombola, soirées, brocantes, et sollicitera également ses partenaires privés. Afin de réduire au maximum le reste à charge pour les jeunes sportives et sportifs, le club sollicite l'octroi d'une subvention par la ville de Lunéville. Il est proposé à cet effet 500 €. Le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € au Sporting Club Lunéville Handball. Merci Gérald. Et le projet de délibération, peut-être? C'est fait. Donc, qui est contre? Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Club sportif, toujours. Je te laisse continuer. Merci. Là, c'est des demandes de subvention. Ça concerne 2 clubs. D'une part, la Galopade. La Galopade a organisé un concours de saut d'obstacles CSO le dimanche 2 juin 2024. Cette épreuve de niveau régional inscrite au calendrier fédéral a regroupé 120 compétiteurs. Ce concours a permis aux participants de gagner des points en vue de la sélection au championnat de France. Afin de faire face aux frais d'organisation de cette compétition, le club a sollicité une aide financière de la ville. Le budget prévisionnel s'élevait à 2 235 € hors valorisation du bénévolat. La commission propose une subvention de 300 €. Deuxième club, le tennis, qui organise 2 manifestations en juin. Du 7 au 9 juin, le tennis club de Lunéville accueillera le 7-8 match, qui est un tournoi fédéral national de seconde catégorie, rassemblant 16 filles et 16 garçons de U10. Sur 3 jours, des matchs auront lieu sur le terrain du Stade Fonal. Les finales et matchs du classement auront lieu le dimanche. Du 10 au 30 juin 2024, comme chaque année, le traditionnel Opel de Lunéville aura lieu au stade. Ce tournoi devrait rassembler 210 joueurs qui s'affronteront sur les 3 semaines de suite, en soirée. Pour ces 2 manifestations, dont les budgets s'élèvent à 3 910 €
et pour le tournoi à 1900 € pour l'Open, le club sollicite une aide financière de la ville. La commission propose une subvention exceptionnelle de 500 € pour ces deux manifestations. Je vais lire le projet. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'attribuer 300 € à la Galopade, 500 € au tennis club de Lunéville, précise que le versement de ces subventions est conditionné à la présentation d'un bilan auprès du service des sports. Merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Donc, qui s'abstient? Je pense que... Ouais, c'est ce que je proposais. Ouais, ok. Donc, Madame Bertozzi ne votera pas cette délibération pour le pouvoir de Monsieur L'Huillier, j'imagine. Hein. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Elle est votée à la majorité. Moi, Madame Bertozzi, moi, le pouvoir, moi, Monsieur L'Huillier, du coup. Ok. Politique de la vie à l'unanimité. Oui, participe à l'unanimité. Politique de la ville, subvention exceptionnelle au carrefour d'accompagnement public, social. Donc, c'est Colette Mansuy qui va vous la présenter. Merci Madame le maire. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle, comme chaque année, demandée par le CAPS et son foyer d'accueil spécialisé donc de Badonvillers, qui a organisé une manifestation baptisée « Tous grimés, tous égaux » hier au jardin Simone et Antoine Veil, afin d'inviter la population autour d'une démarche citoyenne de sensibilisation au handicap, une démarche visant à renforcer le respect de l'autre et de ses différences. Ces activités ont été le support de sensibilisation contre les discriminations et le harcèlement. Afin d'équilibrer le budget prévisionnel estimé à 11 534 €, le CAPS et son foyer d'accueil spécialisé de Badonvillers ont sollicité la ville pour une aide financière. La commission propose une subvention de 500 €. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € au CAPS. Engagement CP24 X00 1320. Voilà. Merci Colette. Je peux aussi dire qu'il y a une valorisation de 8 700 € de la part de la ville, une valorisation pour les aides des services techniques et la mise en place des stands, tables, bancs et tout ce qui va avec. Parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Jacques Lamblin, pour fête et manifestation, un certain nombre de délibérations à présenter. Oui, je vais présenter les délibérations, Madame le maire, et puis à la fin, je ferai un petit commentaire sur l'ensemble de ces propositions. Donc, la première manifestation dont on parle, c'est Anime en terrasse, qui est renouvelée pour cette année. Et il y aura donc 5 prestations en soirée, et à chaque fois, il y aura une ou 2 terrasses qui seront approchées par les musiciens, les artistes recrutés. On avait à un moment donné tenté 3 par soirée, mais c'est trop la bousculade, c'est trop difficile d'arriver à faire 3, il faut tout déménager. Enfin, donc 1 ou 2, et là, ça sera très bien. Voilà, vous avez le nom des artistes, ça a commencé le 24 mai, et le 7 juin, enfin bref, il y en a encore 3, le 12 juillet, le 9 août et le 20 septembre, donc c'est estival. Et même un peu printanier, puisque le 24 mai, jusqu'à preuve du contraire, et le 7 juin, c'est le printemps, encore. Voilà, alors donc là, la délibération, conseil municipal, après avis de sa commission culture et animation, autorise Madame le maire à signer tout document relatif à cette manifestation et éventuels avenants pour l'animation Anime en terrasse. S'engage à prendre en charge les frais annexes à l'organisation de la manifestation. La restauration, les cachets d'effraiement d'artistes, les redevances SACEM pour un montant maximum de 4 500 €. Précise que les crédits figurent au budget primitif 2024. Merci, merci Jacques. Moi, je dois dire que je suis allée faire un petit tour sur une terrasse le 7 juin là, avec Enox Brover, que je recommande. C'était de qualité et les personnes qui assistaient étaient ravies. Des questions concernant cette délibération?
Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Ben, parfait. La suivante, dimanche. Deuxième près du délibération, merci, Madame la maire. Deuxième délibération, c'est le dimanche près du kiosque, 2024, qu'on ne présente plus, puisque ça doit remonter à 1995, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse, le premier. On va être au 30 ans, hein, non, 40, oui, non, 30, oui, 30 ans, 30 ans, oui, bientôt 30 30 ans. ans, 29 ans, je crois. Et 10 jours qui sont réservés sur l'été, là, pour le coup. Ça commence le 30 juin et ça finit le 1er septembre. Et plus, donc c'est tous les dimanches, sauf le 7 juillet où il n'y en aura pas. Alors on peut penser qu'on a pensé qu'il y aurait des élections, j'en sais rien. Et puis il y a le 15 août. Hein. Il y a le 15 août qui, lui, proposera un concert. Donc c'est le schéma traditionnel, 2 groupes ensembles musicaux, avec une programmation qui plaît à la clientèle habituelle, au public habituel. Donc c'est plutôt rock, je vois Colette qui sourit, folk, et puis un petit peu d'accordéon aussi, enfin voilà. Et c'est très attendu par le public de Lunéville, mais, et ça n'est pas négligeable, par également le public de l'arrondissement. Hein, il y a beaucoup de gens, voire au-delà. Il y a un public assez large, et comme au fil du temps, une réputation s'est créée. Précision, normalement, on ne devrait pas être ennuyé par le fait que les parcs des Bosquets est neutralisé pour les sujets qu'il y a, les préoccupations qu'il y a avec les arbres et les risques qu'il y aurait. Normalement, l'accès au kiosque et au stand de voisins sera ménagé de façon à ce que le public puisse accéder sans difficulté. Voilà, donc vous avez, je vais présenter la délibération. Le conseil municipal, après la commission culture et animation, autorise Madame le maire à signer tout document relatif à cette manifestation et éventuels avenants pour l'animation un dimanche près du kiosque. S'engage à prendre en charge les frais annexes à l'organisation de la manifestation, la sonorisation, la restauration, les cachets d'effraiement d'artistes, les redevances SACEM pour un montant maximum de 26 000 € pour les 10 spectacles. Précise que les crédits figurent au budget primitif 2024. Ensuite, Merci. ah ben on va voter peut-être. Il faut voter d'abord. Ah bah oui. Merci. J'étais Est-ce qu'il y a... emporté par Ah oui. mon élan. Est-ce qu'il y a alors quelque chose d'important? Effectivement, le département nous a assuré que, bien évidemment, tout serait fait en sécurité. Et le 37 juillet, on n'avait pas lu dans une boule de cristal, mais il y a une animation dans le parc réalisée par le département de Meurthe-et-Moselle. C'est pour ça qu'il nous avait demandé de libérer le kiosque. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Fêtes et manifestations, toujours. Donc, Alors, musique. faites de la musique. Hein, alors nous, on s'occupe de la place Léopold, mais évidemment, comme vous le savez tous, il y a beaucoup de personnes privées, de professionnels, d'amateurs, d'associations qui y vont de leurs prestations aussi. Et au final, on a, je trouve, dans la ville, une promenade sympa tous les 21 juin. Voilà. Et donc, nous avons décidé d'animer la place Léopold de la façon suivante. Tout d'abord, des groupes amateurs de 18h30 à 21h. Ensuite, alors, El José and the Bluebirds, de 21h à 22h30. Vous souriez, madame, dit Marina. Vous trouvez que mon accent anglais est with the accent of Maurice Chevalier, c'est ça? Ensuite, là, c'est vraiment intéressant, les Calolo 80, de 22h30 à minuit. Sans accent, pardon. La ville de Lunéville prendra à sa charge l'intégralité du spectacle, la restauration et l'ensemble des frais liés à l'organisation pour un montant maximum de 6 000 €. Délibération. Conseil municipal, après sa commission culture animation, autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette manifestation, et notamment le contrat avec la SARL Nemrod Productions et celui avec Nikos Maggi Evans, toujours l'anglais, pour la technique son et lumière. Précise que l'ensemble des dépenses liées à cet événement s'élèvera à un montant maximum
de 6 000 euros. Précise que les crédits figurent au budget primitif 2024. Voilà. Merci Jacques, outre l'accent. James. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Et une autre délibération concernant les fêtes et animations. Voilà, alors là, il s'agit du concert estival qui, cette année, sera sur la place Léopold. Donc, c'est un concert estival avec 2 groupes. Tout d'abord, le groupe Ferguson, là, ça serait plutôt allemand, hein, je pense, composé de 2 talentueux musiciens et chanteurs, qui sera en exclusivité en présentation dans notre cité pour un concert gratuit, suivi d'une prestation de Phoenix 66, qui revient avec son nouveau spectacle dédié à Johnny Hallyday. Alors, pour le premier Ferguson, 2 voix qui se marient idéalement sur des thèmes inspirés, et c'est un duo électropop qui réunit à la scène David Mignonneau et Michaela Chariot, tous 2 auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs. Ensuite, les Phoenix 66 reviennent avec leur nouveau spectacle, Ça ne finira jamais, évidemment, l'évocation de Johnny, mais à mon avis c'est intéressant, sans sosie, sans imitation, hein, parce que ça on en est quand même assez saturé de ce genre de prestations, et toujours 100% live et 100% Johnny, dans le respect du répertoire et des codes qu'il a laissé en héritage. Vraie interprétation, qualité musicale au plus proche des versions les plus abouties des grands succès de Johnny, grâce à une équipe de 12 musiciens et un chanteur, dont la réputation n'est plus à faire. Les Phoenix 66 n'ont jamais aussi bien apporté leur nom de disciples de Johnny. J'imagine que c'est allusion aux 12 musiciens. Hein. Voilà. Donc le budget principal de cette manifestation, incluant l'ensemble des prestations techniques nécessaires, à l'organisation, les dispositifs de sécurité, les cachets des artistes, l'hébergement, la restauration, est évalué à 25 000 euros. Je rappelle que le concert est gratuit. Le conseil municipal, après avis de sa commission culture et animation, autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette manifestation, et notamment le contrat avec la société Lilloprod et Nemrod Productions. Précise que l'ensemble des dépenses liées à cet événement s'élèvera à un montant maximum de 25 000 euros. Précise que les crédits figurent au budget primitif 2024. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant cette animation d'été? Non, donc on va pouvoir voter. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Merci. Très bien. La suivante. La suivante, ça doit être la dernière, si je ne m'abuse. Pour toi, oui. Ouais, pour moi, oui, pour moi. Fête et manifestation, fête nationale du 13 juillet, comme vous le savez, puis c'est une tradition bien ancrée désormais. La ville de Lunéville organise des festivités liées à la fête nationale du 13 juillet. Au programme, défilé militaire à 19h20, à 21h, de 21h à 1h, le bal populaire, et ensuite, ou pendant, à 22h45, le spectacle pyro-musical, en d'autres termes, le feu d'artifice. La ville de Lunéville prendra à sa charge l'intégralité des animations, de la sonorisation, de la restauration, les cachets d'effraiement d'artistes pour un montant maximal de 25 000 euros. Le conseil municipal, après avis de sa commission culture et animation, autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette manifestation, précise que l'ensemble des dépenses liées à cet événement s'élèvera à un montant maximum de 25 000 euros, précise que les crédits figurent au budget primitif 2024. Merci, merci Jacques. C'est traditionnel. Hein. Il y aura le défilé entre les bosquets et la piscine en fin d'après-midi, à 19h20. Et puis ensuite, bal populaire. Et puis, ce qu'on appelle aujourd'hui spectacle pyro-musical. Donc, un feu d'artifice musical. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on va pouvoir voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup pour ces votes unanimes et rapides. Content de moi. J'ai encore des motifs de me réjouir. Et surtout, je voulais la parole pour 2 raisons. La première, c'est que je voudrais remercier du fond du cœur Grégory Denner. Nous avons un directeur du service des fêtes et manifestations
qui est à la fois extrêmement dévoué, qui travaille beaucoup et qui connaît bien son sujet. Vous voyez, je n'y suis pour rien dans la programmation, je tiens à le dire. Tout est de la faute de Grégory Denner. La faute, je me comprends, parce que je suis certain que le choix va être très apprécié. Parce que c'est comme ça depuis longtemps, et on a vraiment une équipe avec son assistante, Marie-Lou, une équipe qui fait du bon travail. Et je tiens à le souligner et à les remercier, comme j'imagine chacun d'entre vous le fait quand l'occasion se présente. Et puis, je voudrais aussi faire une remarque. Je viens de présenter quelque chose comme combien de délibérations 5 ou 6, je sais plus. 5 5 délibérations. Elles ont un trait commun, ces 5 manifestations. Lequel? L'animation. Non. Tout est gratuit. Tout est gratuit. 5 manifestations dans l'été. Ça commence au mois de mai, ça va jusqu'au mois de septembre, ce qui veut dire qu'il y en aura encore après. Mais tout est gratuit. C'est pas rien, parce que vous avez vu, c'est 25 000 €, etc., etc. C'est une volonté d'animer la ville, incontestablement, l'espace public, la ville, et ça profite à tout le monde. Qu'on soit riche ou un peu plus en difficulté, eh bien, tout le monde en profite. C'est sympa, il y a de la musique, on s'arrête, voilà. Tout le monde, c'est l'égalité, si vous voulez. Tout le monde en profite et c'est très bien. Et puis, ça vient après une autre délibération, où on a quand même discuté juste avant, quand Jonathan a préparé son dossier, il a évoqué les prix des tickets de cantine et de la restauration scolaire, et puis également des activités périscolaires, mais en été, je cherche Extrascolaire, le centre de loisirs. le centre de loisirs, je cherchais. À partir d'un certain âge, on a quelques... Continue, Jacques, continue. Donc, ce que je veux dire, c'est que là aussi, il y a une préoccupation de faire très attention aux finances de nos concitoyens. On voit que ce souci, Madame le maire, c'est votre préoccupation, je le sais depuis le début. Vous veillez à ce que les prix publics ne bougent pas, bougent le moins possible, et là, on le voit encore concrètement. Si on ajoute que le cinéma est à peu près moitié prix par rapport à l'agglomération nancéienne, moitié prix, c'est aussi une volonté municipale. Quant au théâtre, pour les enfants, les tarifs sont tout à fait raisonnables, quelques euros, et pour les adultes, eh bien, ça doit être quand même acceptable, puisqu'on fait très souvent ça compte. J'ajoute que le grand mérite, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont proposés. Voilà. Donc moi, je veux simplement m'intéresser à l'aspect, la démarche, disons, la volonté de penser aux finances de nos concitoyens, quels qu'ils soient. Évidemment, encore plus à ceux qui ont des difficultés de fin de mois, bien sûr. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'on doit bien garder en tête. Et si les événements le permettent, j'espère qu'on continuera comme ça jusqu'à la fin de ce mandat. Merci en tout cas pour cette volonté clairement affirmée depuis maintenant 4 ans. Merci, merci Jacques. Sandro demande la parole et je lui donne. Sans oublier que dans notre ville, les parkings sont aussi gratuits, contrairement à ceux de Nancy, qui sont à un prix exponentiel. Moi, je pense que ça méritait d'être souligné, mais je suis sûre que Jacques était emporté par les fêtes et manifestations, ce qui fait que, voilà quoi. C'est-à-dire que je me suis spécialisé sur un sujet, voilà, je reste dans mon domaine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres remarques ou d'autres questions? On avait voté. Donc, je vais donner maintenant la parole à Catherine Laurin concernant un sujet qui est aussi fort intéressant, qui est la gestion forestière de nos forêts communales. Et donc, je donne la parole à Catherine. Oui, merci Madame le maire. Alors moi, j'ai pas de bol de passer après Jacques Lamblin parce que ma délib, elle est un petit peu payante. Mais elle coûte pas trop cher, elle coûte 179,25 € pour 5 ans. Alors, ça va encore. Alors, en quoi elle consiste, cette délibération? Elle consiste en fait
à certifier nos forêts, toutes nos forêts, en PEFC. Que signifie PEFC? C'est un mot anglais qui, en résumé, signifie qu'on gère bien nos forêts de façon durable, c'est-à-dire que nos forêts remplissent bien leur mission, mission environnementale, mission économique et mission sociale. Ce label PEFC, il est présent partout dans le monde, enfin partout, non, quand même pas, mais assez bien réparti sur l'ensemble de la Terre, puisqu'il est présent dans plus de 50 pays, et il est apparu en France en 2003. Donc, je vous le disais, c'est un engagement qui va nous porter sur 5 ans, qui va nous coûter 179,25 € et qui a l'avantage de valoriser nos bois. Pourquoi? Parce que lors de la vente de nos bois, ça va élargir le marché, puisque il y a de plus en plus de demandes de bois qui sont certifiés PEFC. Ça va nous permettre aussi d'accéder à des aides publiques en rapport avec la forêt. Ça va nous permettre également d'avoir une meilleure visibilité de la gestion de la forêt à long terme. Et ça va nous permettre aussi de rejoindre la filière du bois de façon plus, comment je dirais, plus proche, puisque ce label PEFC n'est pas uniquement réservé à la matière première, mais qui concerne à la fois la matière première, la façon dont on la traite, et puis jusqu'à ceux qui utilisent les meubles, le papier, etc. Vous connaissez sans doute ce label puisqu'il apparaît sur le Lunéville et vous. Le Lunéville et vous, il est imprimé sur du papier PEFC. Donc ça vous dit, voilà, ça vous dit sans doute quelque chose. En résumé, je dirais que c'est un label de confiance pour tous les gens de la filière du bois. Voilà, donc je vais vous lire la délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, s'engage dans la certification de gestion durable des forêts PEFC pour l'ensemble des surfaces forestières que la ville de Lunéville possède dans la région Grand Est. S'engage à donner le détail des surfaces forestières de la commune, celles sous aménagement forestier et celles hors aménagement. Pour ces dernières, la commune s'engage à déclarer aux autorités compétentes, notamment la DDT, toute coupe réalisée sur celle-ci. En tout état de cause, il s'engage à respecter l'article R124.2 du Code forestier. Total de surface à déclarer, 241 hectares 02, sous aménagement, forêt de Mondon et Vitrimont, et 5 hectares hors aménagement qui correspondent à notre peuplerie. Respecte les règles de gestion forestière durable en vigueur et de les faire respecter à toute personne intervenant dans ces forêts. Accepte le fait que la démarche PEFC s'inscrit dans un processus d'amélioration continue et qu'en conséquence, les règles de la gestion forestière durable sur lesquelles il s'est engagé pourront être modifiées. Une fois informé de ces éventuels changements, le Conseil aura le choix de poursuivre son engagement ou de le résilier par courrier adressé à PEFC Grand Est. Accepte les visites de contrôle en forêt par le PEFC Grand Est et l'autorise à titre confidentiel à consulter tous les documents conservés à minima pendant 5 ans, permettant de justifier le respect des règles de gestion forestière durable en vigueur. Décide de mettre en place les actions correctives qui seront demandées par le PEFC Grand Est en cas de pratiques forestières non conformes, sous peine d'exclusion du système de certification PEFC. Accepte que cette participation au système PEFC soit rendue publique. Décide de respecter les règles d'utilisation du logo PEFC en cas d'usage de celui-ci. S'acquitte de la contribution financière auprès de PEFC Grand Est. Informe le PEFC Grand Est dans un délai de 6 mois et fournit les justificatifs nécessaires en cas de modification des surfaces forestières de la commune. Autorise Madame le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et signer tous les documents nécessaires à cet engagement.
Merci, merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Alors, je tiens à dire que ça coûte un petit peu à la commune, mais que ce que Jacques a présenté coûte beaucoup plus à la commune, mais que c'est gratuit pour les Lunévillois. C'est la vraie différence. Bien, c'était une blague entre vous deux. Donc, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, elle est votée à l'unanimité. Donc, je vais reprendre le cours de présentation des délibérations. Donc là, il s'agit de finances, donc pour tout ce qui est créances éteintes et reprise de provision. Donc, sur la première délibération, il s'agit de créances complètement éteintes. C'est un abandon définitif par décision de justice. Donc, on reprend bien évidemment les provisions sur le budget. Vous avez la liste derrière, mais comme bien évidemment, on ne va pas l'évoquer en conseil municipal et je sais que vous ne l'évoquerez pas. Donc, le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission finances, décide d'admettre en créance éteinte au titre de l'exercice 2024 par émission de mandat sur la nature 6542. Pour le budget principal, enveloppe 19 947 pour un montant de 10 716 euros et 26 centimes. Et sur le budget restauration, enveloppe 11 188 pour un budget de 693 euros. De procéder à une reprise de provision pour un montant de 9 493,30 centimes. Nature 7 817, enveloppe 13 131. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Donc, la délibération suivante concerne les provisions et reprises de provisions. Donc là, il s'agit de créances supérieures à 2 ans que l'on provisionne. On va bien évidemment continuer à aller chercher les montants impayés, mais on provisionne au cas où. Donc pareil, hein, vous avez les listes jointes, mais qui sont des listes pas publiques. Donc le projet de délibération, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide de constituer des provisions au titre de l'exercice 24 par émission de mandat sur la nature 6 817, sur le budget principal 15 500 euros et 61 centimes et sur le budget restauration 6 537 euros et 54 centimes. Décide d'effectuer une reprise de provision sur le budget location au titre de l'exercice 24 par émission de titres sur la nature 7 817 d'un montant de 98 euros et 62 centimes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Ensuite, toujours finance, donc il s'agit d'admission en non-valeur. Donc là, c'est la trésorerie qui nous demande donc de passer en non-valeur parce que toutes les actions ont été faites pour recouvrer les montants. Et donc, le projet, c'est le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, décide d'admettre en non-valeur au titre de l'exercice 2024 par émission de mandat et sur la nature 6 541, sur le budget principal 7 325 euros et 26 centimes et sur le budget restauration 2 440 euros et 43 centimes. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Donc, qui est contre, qui s'abstient? La délibération est votée à l'unanimité. Finance toujours, là donc c'est une prise d'acte de l'emploi de la DSU au titre de l'année 2023. Donc c'est quelque chose auquel on est habitué maintenant. Donc c'est la répartition de la DSU sur les différents budgets que l'on a proposé à l'État et qu'il a bien évidemment accepté pour un montant total de 3 956 211 euros. Et vous avez, comme tous les ans, le détail qui est derrière le projet de délibération. Est-ce qu'il y a des questions concernant la répartition? C'est une prise d'acte, je vous le rappelle. Il n'y a pas de questions. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission finances, prend acte de l'emploi de la DSU au titre de l'exercice 2023.
La prochaine délibération, je vais demander à Ludovic Chaumet de vous la présenter. C'est un recensement de la population 2025 avec une enquête famille qui est un petit peu différente des autres enquêtes. Donc, je donne la parole à Ludovic Chaumet. Merci Madame le maire. Lunéville a été tiré au sort sur un échantillon sur 2000 communes. C'est une enquête tous les 10 ans, en même temps que le recensement, plus axée sur les familles et sa composition. C'est une enquête d'intérêt public et obligatoire. L'État devrait prendre en charge les ressources supplémentaires pour effectuer cette enquête. Le projet de délibération, c'est autoriser Madame le maire à signer la convention entre la ville de Lunéville et l'INSEE fixant les conditions générales de préparation d'exécution de l'enquête famille 2025. Merci Ludovic. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Oui, Frédéric. Oui, Madame le maire, j'ai lu avec attention cette délibération et les papiers qui l'accompagnaient. Je trouve que dans la dernière partie, qu'on appelle ici exceptionnelle, elle est extrêmement intrusive. Donc, je m'abstiendrai sur cette délibération. Je tiens à dire que c'est l'État qui nous impose. Hein. Nous, on n'y est pour rien, ni Ludovic, ni moi. Mais je comprends ta position. C'est un questionnaire très intrusif sur la famille, en fait. On rentre vraiment... Attention, oui. quand même que là... Attends. Où tu mets le micro? Frédéric disait qu'il a lu avec attention, mais je pense, comme beaucoup d'entre nous, c'est une enquête où on rentre dans la famille, quoi. Donc, ça peut paraître intrusif. Vas-y, Ludovic, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je comprends ce que tu veux dire, Fred. Moi, j'ai lu les documents aussi. Mais bon, c'est une enquête, comme Mme le maire disait, de l'INSEE, de l'État. C'est vrai que c'est une enquête impressionnante. Elle a été faite dernièrement sur la commune de Nancy l'année dernière, par information. Mais les gens répondent aussi comme ils veulent répondre. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de surveillance derrière. Hein. C'est vraiment une information que l'État voudrait savoir. Oh, mais je comprends. Donc, Frédéric Bréjard s'abstiendra. À part Frédéric Bréjard, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, Frédéric Bréjard. Donc, c'est voté à la majorité. À l'unanimité. C'est vrai que tu n'as pas voté contre. La délibération suivante concerne la mise à jour des statuts de la communauté de communes du territoire de Lunéville-à-Baccarat. Pour celles et ceux qui siègent à la communauté de communes, elle a été votée dernièrement. Il s'agit tout simplement, et je trouve que c'est bien de la repasser, ça peut être enfin clair, c'est pour ça que je me permets d'insister, parce qu'on est filmé pour les habitants, que c'est le PETR, donc, qui est organisateur de transport. Et ça, au moins, quand il y a confusion par rapport au millefeuille français, au moins là, du coup, ça remet les choses en place dans le cadre de ces délibérations. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. C'est le conseil municipal, après avis de sa commission finance, approuve le transfert des compétences optionnelles dans les compétences facultatives en application de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019. Approuve la modification de la compétence facultative organisation du transport collectif des personnes dans un ressort territorial d'autorité et de mobilité en ajoutant compétences exercées par le PETR du pays lunévillois. C'est la modification. Approuve les nouveaux statuts de la communauté de communes du territoire de Lunéville-à-Baccarat tels qu'annexés à la présente délibération. Autorise Madame le maire à signer tous les documents nécessaires au transfert des compétences optionnelles comme dans les compétences facultatives. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je ne pense pas. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. La suivante, c'est François Franier qui va nous la présenter. Merci Madame le maire. Domaine communal, prescription acquisitive, la rue de Schwessingen. Pardon. La rue de Schwessingen est communale depuis plus de 30 ans. Elle est composée de plusieurs impasses. Il se trouve qu'une parcelle cadastrée section AY numéro 204, d'une surface de 56 m², est située dans une de ces impasses. L'ensemble de la rue, dont cette parcelle, est géré par la commune sans distinction.
À ce titre, les conditions exigées par l'article 2261 du Code civil pour acquérir cette parcelle par la prescription trentenaire sont réunies. Compte tenu de la nature de la parcelle concernée, celle-ci est évaluée à 1 euro. Il est donc proposé au conseil municipal de constater la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AY numéro 204 au profit de la commune. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, approuve l'acquisition par voie de prescription acquisitive au profit de la ville de Lunéville de la parcelle cadastrée section AY numéro 204 d'une contenance de 56 m², autorise le maire à signer l'acte de notoriété, ah, c'est dur ce soir, hein, constatant la dite prescription ainsi que tout document relatif à cette affaire. Précise que l'étude de maître Bénédicte Adet, notaire à Blainville-sur-Lot, est chargée de la réalisation de l'acte authentique, prononce le classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée section AY numéro 204. Merci François, c'est 56 m² qui n'étaient pas inclus dans le domaine public qu'on régularise tout simplement, pour le dire de manière plus synthétique. Donc qui est contre cette délibération, qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Et la dernière délibération concerne la société SPL XDMAT, donc c'est la répartition du capital, hein. Plus il y a de collectivités, moins on a de pourcentage de parts, ce qui est bien le cas. Ça a été voté également à la CCTLB le mois dernier. Donc, je vous propose de lire le projet de délibération. Conseil municipal, après avis de sa commission finance, approuve la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL XDMAT, divisée en 12 838 actions, telles que figurant dans la liste des actionnaires menée à la présente et faisant apparaître la ventilation territoriale suivante. Bon, je vais vous épargner les pourcentages. Juste que pour info, la Meurthe-et-Moselle a 322 actions, soit 2,51% du capital social. Et les communes et regroupements de communes ont 3 341 actions, dont on fait partie, soit 26,03% du capital social détenu par 3 274 actionnaires. Donc, vous me donnez pouvoir à Madame le maire à l'Assemblée générale de la société SPL XDMAT pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant lors de la prochaine réunion. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle a été votée à l'unanimité. Alors, pour répondre à Benoît Talot, le document a été envoyé le 22 décembre, mais je me ferai un plaisir de renvoyer tout le document à l'ensemble du conseil municipal demain matin. Je rappelle que tous les documents que j'envoie, et je conclurai comme ça le conseil municipal, est envoyé à l'adresse mail mairie. Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. Je voudrais juste... C'est terminé, il n'y a plus de questions. Je voudrais juste donner la parole, enfin pas la parole, je voudrais juste qu'on salue Monsieur Point. C'est son dernier conseil municipal, ça fait plus de 37 ans qu'il travaille en mairie et je voudrais qu'on l'applaudisse tous et qu'on se... Voilà. Alors, il va être quelque temps encore salarié de la ville, puisqu'il a des congés payés, du CET, etc. Mais il quitte ses fonctions demain soir, c'est ça. Donc, demain soir. Donc, je suis certaine qu'on aura le plaisir de se recroiser. En tout cas, je vous souhaite, au nom du conseil municipal, une longue et heureuse retraite. Je vous remercie.